Au risque de passer pour un ancien, mais nous, les créateurs de contenu, on avait le caméscope de papa et on faisait des courts-métrages le samedi après-midi. Tout ça a bien évolué. Je pense que c'est le changement majeur de paradigme qu'on vit. Effectivement, on bascule d'un monde où il y a peu de contenu et il faut aller les chercher, dans un monde où tout le monde peut en faire. Tout à chacun peut devenir un influenceur, une influenceuse avec beaucoup de fans s'il y a un propos, une cible identifiée et que le propos, dans le temps, il se construit, il se développe. Il n'y a pas de connotation de valeur en disant premium sur des séries qui sont sur des plateformes qui initialement ont une proposition de contenu. Et nous, notre communauté, elle est venue avec le démarrage d'un Netflix et l'arrivée d'autres plateformes, donc de beaucoup de contenu. Bienvenue à toutes et tous dans Partage d'écran, votre rendez-vous tech et digital dans les domaines du sport, des jeux vidéo et des médias, présenté par Globant. Je suis Paul Depré. Et je suis Monsieur Châtelier, mais vous pouvez m'appeler Gaël. Partage d'écran est disponible sur toutes les plateformes et sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre, à nous liker, à nous partager avec vos amis et même votre famille si vous le voulez. Aujourd'hui, on reçoit Rémi Tereskevich. Bonjour Rémi. Bonjour, merci de m'accueillir au sein du Partage d'écran. Merci à toi de venir nous rencontrer aujourd'hui et de partager un petit peu ce que vous faites avec Beta Série. Donc tu es le directeur commercial de Beta Série, c'est bien ça ? Oui. Parfait. Tu as une carrière d'ingénieur. Dans toute ta carrière, passé tout ton temps sur les contenus, plutôt orienté cinéma et séries TV. Qu'est-ce qui t'a lancé là-dedans ? Alors en fait, initialement, ça remonte à loin, hein, mais initialement, effectivement, j'ai un diplôme d'ingénieur de l'ENS de physique de Marseille, très optique, puisque depuis ma jeunesse, je suis passionné par les images, par les films, et maintenant beaucoup aussi par les séries. Et donc, je me suis orienté dans des études techniques, mais dans lesquelles je voulais déjà rentrer dans la grande famille média, avec peut-être un angle plus innovation, plus technique. Mais j'ai complété ça par une formation à l'ESSEC, et très vite, j'ai été beaucoup plus sur les aspects business, dans le monde des médias, l'espèce d'avance de phase que j'ai essayé d'avoir sur ces révolutions permanentes qu'on a dans le monde des médias. Ça a été le numérique, ça a été Internet, ça a été l'OTT, ça a été tout ce qu'on voit aujourd'hui, l'IA aujourd'hui, etc. Donc j'ai toujours un peu cette casquette innovation et techno, mais dans le monde des médias, au service du monde des médias. Ouais. Donc tu as vraiment suivi la révolution technologique du monde des médias depuis quelques années, je dirais. Depuis le siècle dernier. Le millénaire, le dernier millénaire, ouais, tu veux dire. Depuis le dernier millénaire, exactement. Ouais. T'as vu combien de formats ? Sur quel format t'as commencé ? Le VHS ou avant la VHS ? Oui, Ouais, il y a eu VHS, après dans tout ce qui était Betacam, etc. au démarrage. Mais c'est vrai que avant les années 2000, on commençait à se dire que déjà la télévision serait numérique, ça commençait, mais il y a eu déjà la révolution du CapSat, d'avoir plusieurs chaînes à la maison, déjà, avant même qu'elle ne soit numérique. Donc oui, depuis les années, j'ai commencé en 94-95 à Eurosport. Eurosport, à l'époque, c'était juste la découverte de chaînes thématiques et de faire de la télévision internationale. C'était déjà des choses assez nouvelles, en tout cas sur nos territoires européens et notamment en France. Ouais, très bien. Et donc aujourd'hui, tu es donc Beta Série, tu es directeur commercial chez Beta Série. Beta Série, de mon point de vue, c'est une communauté de passionnés de séries TV. Est-ce que je me trompe ou c'est pas du tout ça ? Alors, à la base, bien évidemment, c'est ça. Mais en fait, j'ai choisi Beta Série. Oui, c'est un site B2C qui référence et qui fait des recommandations de séries à des millions de personnes, parce qu'il y a des millions de gens qui sont intéressés par ne pas perdre trop de temps. Et il y en a tellement qui perdent des dizaines de minutes pour trouver leur prochain contenu. Donc, il y a cette proposition-là de faire des recommandations. Et puis, par-dessus laquelle, nous, comme les gens, on leur fait des recommandations, on sait sur quelle plateforme, on sait ce qu'ils regardent. Et donc, on a beaucoup de data. Donc, ce qui m'a beaucoup intéressé dans Beta Série, c'est utiliser cette information d'usage pour pouvoir la transformer et la mettre à disposition des producteurs, des créateurs, des distributeurs qui, du coup, peuvent mieux comprendre ce qui se passe dans ce monde des plateformes, qui vraiment prend des proportions très importantes en termes d'usage. Et donc, utiliser ces informations-là pour faire des bons contenus pour les bonnes audiences et ouvrir les choix, être beaucoup plus créatif, puisqu'on a une possibilité de comprendre vraiment beaucoup plus en finesse les attentes des téléspectateurs. Et tu parlais de révolution et des attentes des consommateurs. Il y a aussi un phénomène dont on n'a pas encore parlé, mais qui à mon avis est aussi hyper intéressant, c'est que les mêmes consommateurs sont aujourd'hui des créateurs, au risque de passer pour un ancien, mais
Moi, je me rappelle, nous, les créateurs de contenu, on avait le caméscope de papa et on faisait des courts-métrages le samedi après-midi. Tout ça a bien évolué. Ça a beaucoup, je pense que c'est le changement majeur de paradigme qu'on vit, c'est qu'effectivement, on bascule d'un monde où il y a peu de contenu et il faut aller les chercher, dans un monde où tout le monde peut en faire, c'est beaucoup démocratisé, mais dans laquelle, dans ce monde-là, la quantité fait qu'il y a un côté anxiogène et que finalement, il y a toujours des contenus de qualité, des contenus de créateurs, mais qui doivent trouver leur place, qui doivent se faire entendre. Donc cette question de quantité de contenu rend assez complexe pour des créateurs la relation à l'audience. Mais au bout du bout, quand on voit les grandes règles de marketing, la long tail, toutes ces théories, on se rend compte que finalement, c'est très souvent quand même les blockbusters qui gagnent parce que les gens se réfugient sur des valeurs refuges. Et donc, tout l'objectif de ce qu'on peut faire aussi sur un bêta-série, c'est amener les gens sur d'autres propositions en évitant le phénomène de la recommandation facile et du blockbuster pour essayer de comprendre en quelle mesure on peut ouvrir les choix et les emmener un peu plus loin dans la long tail. C'est un vrai challenge. Mais alors, effectivement, quand on parle de la valeur refuge du blockbuster, oui, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène qui n'est pas simplement que les blockbusters ont aussi un impact et des budgets marketing qui sont incomparables avec des séries. Alors, je ne parlerai pas d'auteurs, mais de moindre budget. Il y a aussi quand même ce phénomène-là. C'est-à-dire que quand tu vois toutes les semaines, tous les jours, toutes les 2 heures de la pub pour une série, tu vas aller la voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai œuvré dans la partie plutôt cinéma, je me suis rendu compte à quel point, effectivement, un budget de film, certes, il peut atteindre, dans des énormes budgets, 100, 200 millions, mais il faut rajouter quasiment la même somme pour faire son marketing. Donc, le marketing est essentiel. Donc, il faut se faire entendre. Alors, si on se fait entendre, si on identifie, en fait, son audience et qu'on est capable déjà de la comprendre et de l'adresser, on doit faire du marketing, toujours, mais il y a un effet bouche à oreille, il y a un effet communautaire, il y a un effet qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Tout à chacun peut devenir un influenceur, une influenceuse avec beaucoup de fans s'il y a un propos clairement identifié, une cible identifiée, et que le propos, dans le temps, il se construit, il se développe. Donc je pense que les influenceurs, influenceuses ont parfaitement compris ça, et la preuve, on en voit de plus en plus dans les séries vont les chercher, parce qu'on a tous besoin de communauté. C'est en soi du marketing d'avoir déjà développé et compris comment adresser une communauté. Aujourd'hui, il y a une mutation vers ce que j'ai appelé la plateformisation, et donc dans le monde des plateformes, c'est le monde Internet, c'est-à-dire que c'est le même monde pour un TF1+, que pour Airbnb, que pour Netflix. Ouais, bien sûr. C'est un monde dans lequel, dans les business plans, on n'est plus en train de dire c'est quoi ton audience, on est en train de se dire combien j'ai de gens qui sont acquis, quelle est la taille de ma communauté, combien ça me coûte de la faire grossir, comment je la monétise. Alors quand j'ai un abonnement, c'est un abonnement, mais sinon c'est de la publicité ciblée qui peut monter beaucoup si c'est très ciblé, donc qui peut vraiment financer des contenus. On n'y est pas encore tout à fait, mais on va arriver vraiment à avoir des contenus premium financés par ça. Et puis comment je la retiens ? Et ça, l'indicateur de retenir une communauté, la fidéliser, c'est par des sous-indicateurs d'engagement, d'activité. Donc finalement, une chaîne de télévision va réagir comme un site internet, elle va avoir ses métriques entre les mains et les activer. Et il y aura des gens qui seront en charge de l'acquisition, des gens en charge de la rétention, etc. de plus en plus. Les métriques à +1, +7, +14 jours, etc. Des cohortes à analyser, des types d'individus. On est vraiment dans un monde de sérémisation. Une question sur Beta Série. Vous référencez, je crois, 30 000 séries de TV, c'est ça ? Alors, initialement, on a un annuaire énorme. On référence plus de 30 000 séries, plus de 100 000 films, plus de 100 000 talents. Et après, on propose ce qui est légalement disponible par territoire sur... on est en plus de 12 langues, mais on a localisé. Ce qu'on appelle localiser, c'est donner les bonnes dates avec les bonnes fenêtres sur les bons territoires, sur France, Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Belgique, Pologne, voilà. Donc dans ces pays-là, effectivement, au-delà de l'annuaire, on est surtout capable de savoir quand est-ce que les séries sortent dans le pays. Et puis, les consommateurs qui inscrivent dans le site leur intérêt pour une série ou pour une autre sont ensuite notifiés quand elle sort. Et puis surtout, quand ils ont vu une série, ils ont indiqué, c'est déclaratif pour la plupart d'entre eux. Certains peuvent automatiser le renseignement de grosses plateformes. Mais globalement, quand j'ai indiqué ce que j'ai vu, dans le monde des séries, à la différence du cinéma,
c'est qu'il y a une vraie récurrence. Donc, une prochaine saison, voire de prochains épisodes quand c'est étalé sur 10 semaines, mais surtout les prochaines saisons, 1 an, 2 ans, 3 ans après, et bien là on réactive justement les communautés. Donc il y a un vrai bénéfice pour les créateurs de pouvoir entretenir les communautés à travers un outil comme une communauté comme Beta Série, et puis pour le consommateur surtout qui a adoré une série il y a 3 ans, on en voit tellement, les usages sont énormes, que effectivement se dire que cette semaine, je sortais l'exemple tout à l'heure que aujourd'hui sort Winter Palace, qui est une série que j'ai vue il y a quelques mois au festival du GIF à Genève. Elle sort sur Netflix alors qu'elle n'était qu'en Suisse, mais elle est disponible aujourd'hui. Je suis content d'avoir ma notification. Ouais. Voilà. Et sur ce catalogue, c'est principalement des séries TV qui sont donc distribuées sur les grosses plateformes type Disney+, Apple TV, Canal+, etc. Ou est-ce que vous avez aussi des séries qui seraient distribuées sur YouTube ou des plateformes moins connues? Alors je dirais qu'il n'y a pas de connotation de valeur en disant premium. Ce sont des séries qui sont sur des plateformes qui initialement ont une proposition de contenu. D'accord. C'est-à-dire soit des télévisions gratuites, soit des télévisions payantes, soit maintenant, surtout, des plateformes gratuites, des plateformes payantes. Et nous, notre communauté, elle n'est pas venue de gens qui ont aujourd'hui plus de 60 ans, souvent en télévision, pour s'intéresser à une série. Elle est venue avec le démarrage d'un Netflix et l'arrivée d'autres plateformes, donc de beaucoup de contenus. Un Netflix va avoir jusqu'à 3-4 000 contenus différents par territoire. Donc quand on a un choix comme ça et qu'on peut en proposer qu'une petite partie sur les homes, bien, du coup on s'est dit il y a un vrai intérêt à limiter les navigations des gens, les recommander, les accompagner, et en plus les renotifier quand il y aura des nouvelles saisons, etc. Donc il y a tout un package de services comme ça, et c'est vrai que notre cible, c'est quand même initialement les SVODistes, ceux qui font de la vidéo à la demande par abonnement, qui deviennent maintenant des AVODistes qui regardent des séries dans les plateformes gratuites de type TF1+. On commence à avoir des YouTube Premium qui proposent, mais on n'a pas référencé du contenu UGC, du contenu d'influenceurs. Okay. Initialement, on ne vient pas de là. Créateur de contenu dont on parlait tout à l'heure, pour le moment. UGC, c'est pas la chaîne de cinéma, on est d'accord? Non, c'est User Generated Content. C'est-à-dire qu'on n'a pas référencé on a référencé du contenu de créateurs qui arrive sur les plateformes. Il y en a énormément. Et donc, on aide les gens à le consommer. Et effectivement, progressivement. Alors, on n'a pas uniquement des séries américaines, déjà, pour être clair. Sur les plateformes, il y a des quotas, il y a plein de choses. Initialement, il y a beaucoup de contenu américain. Maintenant, ça s'ouvre énormément. Donc, il y a un vrai intérêt. D'ailleurs, Netflix produit plus de la moitié à l'étranger. D'accord ? Pas aux USA. À l'étranger par rapport à son marché domestique initial. Donc on a des séries déjà qui sont très internationales et on a des séries qui sont dans tout type de budget. On peut avoir des grosses séries de type plateforme Netflix, Disney+, &Co, Canal, MyCanal, mais on a aussi des séries qui sont plus confidentielles, qui sont à des plus petits budgets, mais qui intéressent énormément les gens, du moment qu'elles sont universelles, du moment qu'elles ont du sens, du moment qu'elles ont un propos qui intéressera, on en parlait, une communauté. Donc dans 30 000 séries, il y en a énormément que vous ne connaissez pas, et c'est bien normal, et moi non plus. Pour aller un petit peu de Beta Série, on en a pas mal parlé déjà, mais moi je voulais un peu rentrer dans le vif du sujet et commencer à attaquer avec toi 2 questions en tout cas qui me titillent pas mal. La première, donc Beta Série, on a compris, il y a une communauté, vous avez énormément de contenu, et l'un des objectifs de Beta Série dont on a déjà parlé ensemble, c'est d'aider à ce qu'on appelle la découvrabilité. Alors désolé pour le franglicisme, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire éviter le phénomène de je passe des dizaines de minutes, voire 1 heure à chercher du contenu et finalement, et je m'endors avec la télécommande dans la main. C'est du vécu. Et donc, et comment vous faites ça? Comment vous y arrivez? Parce que, comment vous faites pour que vous allez me donner la bonne série à regarder et que j'évite de passer 1 demi-heure à chercher un épisode que j'aurais déjà fini si j'avais trouvé le bon épisode? Alors, il y a différents éléments. C'est assez complexe. Déjà, il y a la découvrabilité, effectivement. C'est comment je peux voir, moi, typiquement, je prends l'exemple de Netflix, ils ont des milliers de contenus, mais ils me montrent 30 carousels, 20, 30 carousels qui ont chacun 15 tuiles, 20 tuiles. Ils m'en montrent donc une partie, quelques centaines sur les quelques milliers. Pour aller trouver les quelques milliers, d'ailleurs, il faut que j'utilise le moteur où je vais taper moi-même dans le moteur de recherche, je peux les trouver, mais peu de gens le font, puisque là, on est dans du divertissement et les gens ne commencent pas à taper des titres. Donc, déjà, la découvrabilité, parmi un grand catalogue, aller trouver des titres qu'on met en avant, dans lesquels on choisit, déjà, c'est pas évident.
Donc cette notion de découvrabilité, c'est comment parmi des milliers de titres, je peux les décrire et donc avoir des critères qui me permettent de se dire tiens, telle personne qui est plutôt sur tel type de critères, je vais déjà lui mettre en avant tout un sous-catalogue dans lequel je vais ensuite pouvoir faire des recommandations qui vont être plus directives en fonction de date, en fonction de genre, plus dans la tête des gens, même si le genre c'est un vrai sujet. Ça c'est ce que vous faites chez Beta Série ou tu décris le modèle Netflix? Alors en général, mais sur un Netflix quand ils font ça, il y a comment faire passer des quelques milliers à quelques centaines que je montre, et dans les quelques centaines, comment je trie, je donne des entrées. Mais de façon générale, un Netflix ou un canal ou tous, il y a différentes façons de recommander. Nous à la base, ce qu'on sait, c'est que nos consommateurs, on fait beaucoup de panels, nos consommateurs nous disent qu'ils sont 30% à mettre plus de 30 minutes à trouver. Donc déjà, ça ne marche pas très bien. Deuxièmement, ils nous disent, je ne trouve pas une série ou un contenu de la même façon. Il y a des fois, on en a parlé sur Facebook, des fois c'est un dîner, des fois c'est dans la presse, des fois c'est moi qui me renseigne, qui tape des mots-clés, et souvent je navigue, je browse parmi les carousels, les catalogues proposés, et je trouve ou je ne trouve pas. Mais voilà toutes les façons que j'ai pour trouver un contenu. D'accord. Donc par rapport à ça, c'est un vrai stress pour les gens, parce que la plateformisation veut dire qu'on ne passe pas un contenu à 1 heure, mais il y a tout le temps beaucoup de contenu disponible. Donc il faut comprendre ces règles-là pour que ça marche. Et donc il y a différentes solutions. Alors la solution initiale, c'est du tri avec des éléments simples sur des genres, sur des films primés en festival ou des séries. On a des clés d'entrée par ce qu'on appelle les métadonnées, donc qui sont content-based à partir de la description du contenu. Et on a des recommandations qui sont faites à partir des usages. Tous ceux qui ont acheté des brosses à dents électriques achètent aussi des brossettes. Tous ceux qui ont vu tel film et ont aimé aussi tel film, donc tu vas aimer tel film, donc par les usages. Donc il y a un peu ces deux grandes familles-là pour faire des recommandations. Alors nous, sur les usages, quand on a beaucoup de gens qui voient beaucoup de séries, on peut quand même être assez fin et proposer des choses. Donc nous, ce qu'on fait sur les usages, typiquement, parce que nous, on a toute la palette des recommandations, typiquement, on n'en a pas qu'une. Il y a différentes façons pour les trouver, donc on propose différentes façons. Mais par les usages, on va proposer aux gens qui ont vu une série en particulier, on va lui dire, les gens qui ont vu cette série sont des gens qui ont plus que tous les autres vu telle autre série. Donc déjà, on va aller voir les séries dans lesquelles il y a un peu d'aspérité, qui quittent un peu le goût général. Ça, c'est une façon de faire qui ouvre le choix sur des séries souvent plus petites, mais qui donc ont des points communs et qui ont aussi plu. Donc ça, c'est un premier angle qu'on fait pour ouvrir un peu les choix, plutôt que de dire « Ah ben, tu as vu Game of Thrones, donc tu as vu... » Forcément, les gens ont vu les grosses séries. Donc tu as vu Breaking Bad. Là, c'est trop facile, parce que finalement, on est sur des... On ne peut pas recommander de blockbuster à blockbuster, c'est trop diffus. Oui, et pour ça, on n'a pas besoin, entre guillemets, on n'a pas besoin de bêta-série. Exactement. Donc en tout cas, ça, de façon... sur les usages, ça c'est un premier angle. Et sur le contenu lui-même, là on a beaucoup travaillé. Parce que sur le contenu lui-même, on s'est dit, mais en fait, dans tout ce qu'on fait nous de professionnels, même comme application, on cherche des séries comparables, quelque part on cherche tout le temps à comprendre quelles sont les séries qui se ressemblent, etc. Y compris pour des séries qu'on développe, y compris pour aider les professionnels. Et donc là on se dit finalement, on a des bases de données qui sont utilisées sur la place, qui s'appellent IMDb notamment, qui vont vous dire, voilà, il y a 32 possibilités, ta série c'est soit un thriller, soit un crime show, soit une comédie, soit un show de cuisine, soit... Il n'y a pas beaucoup de possibilités, et pour complexifier, on va dire, ah mais celle-ci elle est en même temps drame et thriller, ou drame et comédie, ou voire 3-4 possibilités. Donc finalement, pour décrire un contenu, le genre est un petit peu aléatoire, et après on a le synopsis auquel on peut se raccrocher en quelques lignes. Et donc là on s'est dit qu'il y a quand même un terrain d'investigation assez important. Pour le coup, on en parlera, que l'IA peut beaucoup aider, c'est comment peut-on déceler dans les contenus un peu plus de valeur intrinsèque, un peu plus de paramètres, on va dire de descripteurs, pour faire que on va trouver un contenu pas uniquement parce que c'est un western, mais parce qu'il y a beaucoup de musique dedans, ça peut être un critère, parce que il n'est pas violent, ça peut être un critère, d'accord. parce que il va parler... il va mettre plus de femmes en avant, ou il va parler de l'environnement, enfin il y a des critères de sens, etc. Ce que tu décris là, ça c'est des choses que vous analysez vous au travers... comment vous faites pour découvrir ça, ou en tout cas pour analyser ça dans un épisode? Vous avez de l'IA, vous avez quoi? Alors initialement, ces choses peuvent se faire limite à la main, hein, oui. voilà, en déclaratif.
Je connais, quand j'ai échangé avec des alter ego dans des grands studios américains sur ces problématiques de découvrabilité des contenus, certains m'ont dit que ça fait des années qu'ils font, sur leur temps perso quasiment, ils étiquettent les contenus, ils font des tags sur plein de... Mais c'est une tâche trop importante pour que des humains la fassent. Et puis surtout, elle est très biaisée parce que si vous dites « décris-moi Friends », on va dire les amis, les machins, etc. Mais souvent, c'est un show que j'ai adoré, beaucoup de gens ont adoré, mais je l'ai vu il y a 10, 15, 20 ans. Donc à un moment donné, le premier épisode, le deuxième, le troisième, c'était quoi les valeurs dedans? Est-ce qu'il y avait de la musique? Est-ce qu'il y avait tout ça? Je me rappelle plus trop. Donc j'ai une vision un peu vague des choses. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que on s'est dit, pour ce chantier qui est énorme, mettre des tags initialement, qui était l'idée, on peut aller beaucoup plus loin avec l'IA, on peut complètement décrire ce qu'il y a dans un contenu, créer des familles, et donc finalement arriver à avoir un ensemble d'indicateurs quasiment infinis qui vont décrire un contenu et qui en font qu'on est capable d'approcher une notion de fingerprint, d'empreinte de contenu. Un contenu devient unique. Alors qu'aujourd'hui, si je me retourne vers un catalogue d'il y a 10 ans, quasiment la moitié seront des crime shows, 20% seront des comédies, et puis j'ai un peu de cast, un peu d'histoire mais je ne me rappelle plus de grand-chose de ce catalogue des années 2010, 2000. Donc là, on a des solutions pour aller rechercher tous ces éléments-là et les refaire vivre aussi. Donc c'est une vraie solution aussi pour le catalogue et pour utiliser et mieux valoriser et mieux faire connaître l'existant. Quand tu dis catalogue, c'est-à-dire que ce travail, il est fait au niveau des vidéos ou est-ce que c'est au niveau des fiches synopsis, etc., qui sont à votre disposition? Oui, c'est une bonne question. Donc la question, c'est de se dire, est-ce que les technologies d'aujourd'hui, nous on considère donc que l'IA, c'est pas les aspects génératifs, créer du contenu, c'est l'IA en termes d'outils. En fait, on avait de la big data, on est passé sur une data qu'on a commencé à mieux trier, elle est devenue smart, et maintenant il y a des logiciels de sens qui sont mathématiquement, c'est l'intelligence artificielle qui est documentée mathématiquement depuis des dizaines d'années en fait. Mais maintenant on a des outils pour l'utiliser, pour trouver des relations de sens entre de vidéos, de textes, etc. Bah, le génératif, excuse-moi, pardon, je te coupe, mais le génératif, là, c'est un peu le deep learning, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de données et vous allez pouvoir analyser ces données de manière très, très, très précise. Mais tu peux aussi imaginer du génératif en se disant, créer une nouvelle catégorie. Oui, on peut. Alors, moi je pensais le génératif au sens créer de la vidéo. Ah oui, d'accord, non, on n'est pas là. Donc là, elle est quand même intelligente parce qu'on peut s'appuyer dessus aussi pour faire évoluer consciemment la réflexion, effectivement. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a plusieurs méthodes, mais globalement, quand on lit un contenu à la base, donc on ne peut pas faire confiance à tout ce qui a été écrit dessus. On ne veut pas que le consommateur nous dise dedans il y a ci, il y a ça. Non, on lit le contenu de façon intrinsèque, on regarde ce qu'il y a intrinsèquement dedans. On peut on peut déjà décrire tout ce qu'on voit, donc ça c'est des analyses sémantiques. On peut aussi directement faire des analyses dans la vidéo, maintenant c'est possible, avec des moteurs d'IA de type Gemini & Co, on voit l'analyse est faite dans la vidéo. On peut aussi extraire l'audio, en créer des fichiers de sous-titres et de dialogues, et analyser des dialogues. Donc finalement, on est parti de 32 critères, thriller, crime, etc. Avec aujourd'hui, en quelques secondes, on peut sortir de 1 heure de contenu, un fichier énorme qui va décrire tout ce que je viens de dire, et dans lequel, justement, il faut aller chercher des critères, les faire ressortir, les comparer, et donc avoir une nouvelle description de cet ensemble de contenus avec beaucoup plus de granularité. Et là, vous créez en fait votre propre donnée qui n'est pas Exactement. existée. On documente, on fait des fingerprints, des empreintes. Tout contenu est unique. On peut même aller dans des contenus qui n'ont jamais été décrits. C'est marrant que pardon, excuse-moi de te couper, mais c'est marrant que les sociétés de production ne le fassent pas. Pourquoi elles ne le font pas? Alors déjà, les tags, mettre des tags à la main, décrire les contenus, trouver des arguments de vente, c'est fait depuis longtemps. Mais ça prend beaucoup de temps, ça coûte de l'argent. Par rapport à des ventes sur des plus petits contenus, on n'est pas sûr. Et donc, de nouveau, on se retrouve à bien décrire les gros contenus, ceux où on est sûr de faire des ventes. Et donc, il y a beaucoup de contenus qui sont laissés de côté. Mais ce que tu décris, c'est qu'il y a quand même des outils d'automatisation. Donc, pourquoi eux ne prennent pas ces outils-là pour
créer cette donnée hyper riche que vous créez? En fait, c'est très récent tout ça. C'est des réflexions. Moi, je fais un peu la tournée des conférences et des salons des médias. Ça date d'il y a quelques semaines, quelques mois. Le mot même découvrabilité commence à être communiqué depuis quelques semaines, quelques mois. On ne connaissait pas ce mot-là il y a 2 ans. J'ai jamais employé découvrabilité. Dans d'autres secteurs peut-être. Mais... Tu faisais pas ça en dîner mondain? Non. Amis dans On le parlé de ça. Non. Découvrabilité. C'est récent. Après, les producteurs, ils font ce qu'ils savent très bien faire, ils produisent. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils ont des idées, ils font des contenus, ils font travailler des créateurs, ils vont le financer, le packager. Ils n'ont normalement pas énormément de ressources à consacrer en R&D. C'est pas des sociétés qui font de la R&D, c'est pas des sociétés qui font énormément de marketing de fond. Ils font du marketing opérationnel, d'accompagnement. Donc finalement, les producteurs sont intéressés, mais il faut quand même trouver les ressources. Donc c'est plutôt un travail qui est fait par des sociétés un peu technologiques, comme nous on l'est quand même finalement. On peut trouver du savoir-faire bien sûr chez les plateformes, puisque là il y a quand même des gens qui réfléchissent à des outils pour leurs recommandations chez des telcos aussi. C'est pas faire télécommunications, c'est important. Donc je dis pas que personne travaille dessus, mais le producteur lui, c'est pas lui qui fait des produits marketing, il les utilise. Donc du coup c'est des partenaires pour nous, c'est des clients, voilà. Et alors moi ça m'amène à mon deuxième point, et donc c'est pour ça que je voulais commencer à gratter un peu la surface et arriver un petit peu au moteur derrière votre outil et Beta Série. Donc concrètement, aujourd'hui vous générez de la donnée très riche qui vous permettent d'alimenter votre moteur, votre usine, et derrière, donc, améliorer, on va dire, le niveau de découvrabilité, en tout cas le niveau de recommandation. Donc, très naturellement, je me dis, mais en fait, ces gars-là, ils sont assis sur une mine d'or parce que vous avez une capacité à pouvoir prédire quels sont, et tu me vois venir, quels sont les contenus qui vont avoir du succès. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous arrivez à dominer et que vous revendez ou en tout cas vous monétisez en fait cette donnée qui est hyper riche, qui est de dire, moi je sais que typiquement un show de cuisine avec plus de femmes que d'hommes, de la musique à ce moment-là et qui dure entre temps et temps, a un niveau de réussite supérieur à d'autres formats? Alors c'est une bonne question. Toute l'industrie dit on va y arriver, on prédit les succès, etc. Moi, ma réponse, elle est plus nuancée. Ma réponse, elle est de dire que, on est dans le monde du divertissement, dans le monde du contenu, où les gens sont entertained, sont divertis, sont surpris, et que extrêmement régulièrement, si ce n'est tout le temps, les plus grands succès ne sont pas ceux sur lesquels ils étaient les plus attendus. Donc, et fort heureusement, la création, c'est ça, c'est de surprendre les gens, et de créer. Il y a énormément. Alors, je ne me rends pas compte, mais moi je me dis, les blockbusters, ça cartonne tout le temps. Regardez une série comme The Bear sur Disney+. Un gars qui reprend une cuisine. Initialement, c'est devenu un phénomène planétaire. Initialement, c'était une série extraordinaire, mais il n'était pas certain qu'un gars qui reprend un petit restaurant de hamburgers se fasse tous les Emmy Awards et que ce soit la série dont tout le monde parle. Donc je dirais, régulièrement, on a quand même des choses oui, que tu aies des contenus plus confidentiels qui explosent, ok, mais les blockbusters, ça cartonne tout le temps. Alors non? par contre, justement, sur ensuite, je dirais, prédire le succès, évidemment, ce qu'on peut comprendre, c'est quels sont les facteurs favorables, quels sont les faisceaux de présomption qu'on peut analyser pour donner des éléments d'aide à la décision, des éléments de fabrication, des éléments de packaging, un ensemble d'éléments qui font que le créateur, s'il a entre les mains un sujet très fort, qu'il a déjà signé avec des chaînes et qui veut que ça marche au maximum, on peut lui donner des éléments qui peuvent l'aider à optimiser, qui peuvent finalement lui dire, tu sais, les gens aujourd'hui, je te prends des exemples, tu l'as cité, une comédie par exemple, on dit historiquement, le format des comédies c'est des 20 minutes, c'est très court. Nous on dit, oui, moi quand je vois tous les catalogues proposés sur Beta Série, on mesure tout ça, sur tous les catalogues, il y a effectivement beaucoup de comédies courtes. Mais quand je vois les usages, le nombre de gens qui regardent les comédies et que je trie ça, c'est une entrée, par la durée, je me rends compte qu'il y a beaucoup de comédies beaucoup plus longues qui marchent très bien aussi. Donc finalement, il ne faut pas forcément se dire qu'il faut nécessairement une série
courtes pour faire de la comédie. Donc on peut aider les gens, les accompagner là-dessus. La durée, c'est un point. Nous, aujourd'hui, ce qu'on analysera, par exemple, de façon macro sur le marché, on sait que les séries aujourd'hui, elles ont des points communs de succès. Enfin, les séries qui marchent le plus, elles ont des points communs, mais qui sont des points qui peuvent paraître du bon sens, mais c'est bien de les connaître. Par exemple, ce sont des séries qui sont assez collectives, chorales. Pourquoi ? Parce qu'une série, pour durer dans le temps et pour plaire, au-delà d'un plot, elle doit créer de l'empathie avec ses personnages. Et créer de l'empathie avec ses personnages, quand on en a un, et on a moins d'adhérence avec son audience que quand on a une galerie de personnages. L'exemple de Friends est parfait. Voilà. Certains adorent Phoebe, d'autres Ross, d'autres Monica, donc tu as vraiment la galerie parfaite. Donc on sait que les séries chorales arrivent souvent dans le top. C'est pas pour autant qu'une série avec un personnage central va pas cartonner. Mais on sait qu'il y a des faisceaux comme ça de présomption chorale. On sait aussi de nos jours qu'il y a énormément de personnages féminins forts. C'est une vraie proposition, c'est un vrai changement dans la création. C'était dit encore dans la conférence de presse de Cérémania d'hier sur le nouveau cru 2025. Il y aura encore beaucoup plus de personnages féminins forts, incarnés. Donc ça, c'est une vraie tendance, mais il n'y en avait pas assez. Donc là, on est beaucoup plus... La parity qui est prônée par la Commission européenne, elle a beaucoup de sens parce que c'est une vraie demande des audiences. Donc des femmes, mais des hommes aussi. Donc on a ça. On va avoir des séries qui sont dans des différents lieux de tournage. Alors ça, c'est intéressant. Ah, ok. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec les plateformes qui viennent, initialement, c'était un vidéoclub, Netflix, par la poste. Amazon, ils ont vendu beaucoup de DVD qui étaient des DVD de films. Toutes ces propositions-là apportent des genres qui sont quelque part un peu plus chers à produire, qui n'étaient pas les genres de télévision. Le genre de télévision, un commissariat de police, il y a eu beaucoup de séries qui tiennent dans un commissariat de police. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de séries qui ont fait parler, on fait découvrir aux gens le fait qu'en télévision, on peut avoir des qualités, on peut avoir des qualités de production, on peut avoir au niveau du cinéma, qui se passe dans plein d'endroits, qui font découvrir le monde, et donc là, c'est un élément. Souvent, les séries sont dans différents endroits. Par exemple. Bien, emblématiquement, le Bureau des légendes, qui se passe dans plein d'endroits, typiquement. Ok, je vois ce que tu veux dire. D'accord, j'ai compris. Donc, parce que les gens, on les fait voyager. C'est devenu un peu le cinéma. Les frontières deviennent floues, en fait. La qualité de production d'une série peut être au niveau d'un budget de film, et vice-versa. C'était quoi, d'argent et de sang D'argent et de sang, pareil. D'argent et de sang. Tu vas en Israël, tu vas... Exactement. Dans les casinos. Dans les casinos, oui, effectivement. En Asie du Sud-Est, etc. Donc, c'est vrai que souvent... Mais ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué dans les séries qui ont le plus fonctionné en 2024. On a comparé une dizaine de plateformes sur le top 20. Donc je dis, tiens, c'est marrant, c'est un élément qui revient. Bon, c'est pas pour autant, encore une fois, que je peux pas avoir du succès pour une série qui ne se passe que comme en thérapie dans le cabinet d'un psychothérapeute. D'accord ? Donc voilà, donc, ce que j'appelle des faisceaux de présomption, c'est des éléments qui permettent de comprendre, avec mon sujet, mon type de cible, etc., il y a peut-être des éléments que je dois prendre en compte. Mais souvent aussi, on fait le contraire, parce qu'on est à contre-courant. Et quelque part, finalement, les créateurs qui prennent à contre-courant surprennent et souvent réussissent aussi. Ouais, enfin, en tout cas, c'est vrai que quand tu parles un petit peu là, des faisceaux de réussite, et en tout cas des critères, c'est difficile. Si on prend la grille des séries qui ont cartonné, moi, tu évoquais cela, je regarde les séries que j'ai aimées, que j'ai cartonné, effectivement, tu as personnage féminin très fort, enfin, tout ce que tu racontes se retranscrit dans ce que j'ai vu, en tout cas cette année, ce que j'ai aimé. Mais par exemple, pardonne-moi, je te coupe. Vas-y. Il y a aussi des éléments qu'on a toujours eus, mais qui sont effectivement importants. Suspense, par exemple. La notion de suspense, de mystère, ça marche très fort. On a cru que pendant longtemps, c'était des séries d'un type particulier, bouclées, avec un mystère à découvrir, etc. Non, les gens, il y a aussi, de par les années qui passent, les différentes propositions sur les plateformes, les télés, etc., les gens aiment toujours aussi des histoires qui leur font un peu peur, dans lesquelles il y a du suspense, dans lesquelles il y a des intrigues fortes. Il y a aussi des fondamentaux qui sont les fondamentaux du théâtre, de la dramaturgie, etc. Il n'y a pas que des éléments nouveaux, il y a aussi des éléments, le rire qui va être important. Donc faire une bonne série, faire un bon film, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, évidemment. Donc, et il y en a certains qui sont là depuis la nuit des temps et qui sont toujours là. Et si je pousse en fait la réflexion encore un petit peu plus loin, clairement là tu m'as donné un très bon prompt pour construire une série.
Est-ce que aujourd'hui, ou en tout cas, est-ce qu'on est prêt à avoir une révolution à terme vous avez la capacité à, entre guillemets, sortir des critères plus ou moins granulaires on va dire ça, des facteurs clés de succès, pour reprendre mes PowerPoint d'école de commerce, les fameux FCS. Demain, je peux en faire un prompt et qui va me générer une série basée là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on en est là aujourd'hui ou on en est encore un peu loin? Alors, premièrement, je pense qu'on on en est loin, mais techniquement, il n'est pas exclu qu'on arrive avec des logiciels qui vont vous aider à fabriquer une histoire avec moins d'intervention humaine que ce n'est le cas aujourd'hui. Donc, mais je pense fondamentalement qu'on a des outils qu'il faut plutôt considérer comme des amplificateurs de talent et de création. C'est-à-dire que c'est des outils, quand ils sont utilisés par des humains, mais qui vont les utiliser aussi pour voir tout ce qui a été fait pour faire des choses différentes. On peut en détourner aussi les usages. On n'est pas obligé de dire fais-moi une bonne histoire, mais comment se raconte ce type d'histoire d'habitude? Et bien moi j'ai un traitement différent. Parce que c'est un vrai débat sur la création et l'art. Est-ce que l'art n'est pas une permanente reformulation, une façon nouvelle de retraiter un sujet? Finalement, Icare, les mythes, Shakespeare. Ça y est, on est arrivé au point tout Icare. ça, voilà, Shakespeare, voilà, les séries sont, les dilemmes shakespeariens, etc. Tout ça, c'est ça qui fait le cœur du storytelling. Mais la façon dont on le fait, dont on le traite, dont on le package, l'univers dans lequel on l'ancre, donc tout ça, ça donne tellement de combinaisons que c'est ça la richesse des histoires. Mais on ne peut pas arriver avec des histoires totalement nouvelles tout le temps. Mais la façon de les raconter change beaucoup à travers les âges. Donc, si les outils permettent de savoir ce qui a déjà été fait, permettent d'avoir des idées, des raccords entre des choses auxquelles on n'avait pas pensé, ça peut amplifier. Mais au milieu de tout ça, il y a un créateur qui aura une intuition créative et qui va donner une sorte de logique de fonctionnement de tout ça ensemble pour qu'on se dise, tiens, cette série est bonne, alors qu'avec les mêmes ingrédients, entre guillemets fait par des robots, on sentirait que le truc fonctionne pas et est artificiel. Moi j'ai une dernière question subsidiaire, un peu la question bonus. Tu parlais tout à l'heure de ton parcours et des différentes révolutions et évolutions que tu as vécues et sur lesquelles tu as travaillé dans les médias. Et alors tout de suite un disclaimer, tu n'as pas le droit de parler d'IA à cette réponse. Mais quelle est pour toi la prochaine révolution dans les médias? Alors, je vais vous surprendre parce qu'effectivement, à cette question-là, de toute façon, je ne parlerai pas d'IA déjà parce que l'IA, tout le monde en parle et on le voit en marche actuellement, donc très bien. Il y a un élément, je trouve, qui était un petit peu sous-estimé et je vais revenir à ma casquette ingénieur. Depuis la nuit des temps, on a filmé initialement en argentique avec une caméra, puis ensuite c'est devenu numérique, puis ensuite il y a eu des capteurs qui prenaient de plus en plus d'informations au passage. On a passé sur de la haute définition, maintenant on a de la 4K, de la 8K, etc. Donc on se dit, tiens, la bonne expérience avec l'image, avec un contenu, c'est plus de définition. Ce sera 8K, 8K, etc. Or, si je reviens vraiment au côté ingénieur, voire biologiste, notre œil aujourd'hui, la définition, il en a assez. Il voit assez de définition. Il voit même assez de fréquence d'image. Assez bien. Par contre, il y a des directions qui n'ont pas été bien explorées et qui ont un champ de potentiel en termes d'immersion, d'émotion, d'engagement, d'empathie qu'on peut créer avec le consommateur et qui n'ont pas été beaucoup développées. Et je vais en donner 2 ou 3. La première, c'est les couleurs. Aujourd'hui, malgré le fait que ce soit 4K, 8K, etc., un Blu-ray 4K, il va vous servir 35% de ce que votre œil peut voir en couleur. Beaucoup moins que la richesse de perception des couleurs d'un œil. Ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième, qui va de pair, et donc là, c'est connu des chefs-op, c'est connu des étalonneurs, tous ces sujets-là, mais c'est assez technique à la base, et pourtant, il y a une relation directe au consommateur. Le deuxième sujet, c'est le contraste, brightness. Parce qu'en fait, il y a des couleurs aujourd'hui qui sont restituées. Alors, les échelles s'appellent des nits, c'est technique, c'est quelques centaines. Aujourd'hui, on pourrait aller à 10 000, à plusieurs milliers. En gros, dans une image, vous pourriez voir dans un coin à gauche un petit chat noir qui est dans l'obscurité et qu'on distingue. Et en même temps, en haut à droite, vous pourriez voir un soleil éclatant qui vous éblouit, d'accord ? Vous devez même détourner le regard dans la même pièce. Aujourd'hui,
La vidéo écrase tout ça. Ouais. En bas à gauche, c'est tout noir. En haut à droite, c'est un peu jaune. Donc il y a un vrai travail global sur le signal en fait, qui est en cours, accompagné du compagnon essentiel de l'immersion dans une histoire et dans un contenu, c'est le son. Un son aujourd'hui binaural, un son qu'on appelle NGA, New Generation, qui est immersif, qui est une douche en fait, et qui vous fait dire que le petit chat en plus, il miaule, ça vient vraiment derrière moi. Et puis la fenêtre qui grince, elle est au fond, à droite, elle est très loin, le chat est beaucoup plus près. Tout ça, il y a aussi beaucoup de travail à faire. Alors, il y a eu beaucoup de choses faites dans le son, mais il y a encore une belle roadmap technique. Sur la couleur, sur le contraste, sur ces aspects-là, il y a moins de choses, mais il y a des nouveaux standards. Alors, ça s'appelle UHD. Et ça, je pense, ça va beaucoup avancer. Alors, ça a été beaucoup évangélisé, ça a beaucoup commencé avec tout l'environnement de Dolby. Et aujourd'hui, il y a des normes et des standards qui s'ouvrent beaucoup, qui vont permettre aussi de vivre ça dans d'autres environnements d'usage, dans les voitures. Les voitures vont proposer ça, notamment le son, beaucoup de travail sur ça. Sur les écrans, typiquement, si vous voyez une série, il y a beaucoup de gens qui regardent des séries sur des écrans. Quand on la regarde en plein soleil, on voit rien. Eh bien, ce que je viens de dire sur les contrastes pourrait permettre de voir en plein soleil des écrans et d'obscurité de changer conséquemment. Donc, il y a encore un gros travail technique là-dessus et donc c'est des standards, notamment il y a des standards très intéressants en Chine qui s'appellent Vivid et les Chinois sont très exigeants en termes de qualité sur ce qu'ils regardent. Et donc, il y a une vraie émanation, il y a un vrai écosystème qui se met en place. Il y a des centaines d'industriels qui ont rejoint le consortium. Et donc, voilà, c'est une idée. Très intéressant. En tout cas, d'évolution du marché, au-delà de l'histoire et de son traitement par l'IA. Et la 3D, tout ça, non? Les écrans... Les gens, alors si dans cet environnement-là, la 4K, la 8K peut passer beaucoup d'informations, également pour avoir des informations tridimensionnelles. Donc la VR, l'AR, il y a également des très gros progrès qui sont réalisés. Ce qui se fait dernièrement sur les casques Apple Vision est exceptionnel, est vraiment exceptionnel. Sur les, pardon? Sur les casques Apple Vision. Ouais. Mais moi, je réfléchissais, je me rappelle une époque où on avait... vous achetiez votre télé LG ou Samsung ou Hisense et qui venait avec des lunettes 3D. Ouais. Passons à autre chose. Mais est-ce que demain, il ne peut pas y avoir une vraie... J'attends vraiment cette révolution où je sens que de mon écran, je ressens de la profondeur, je ressens des volumes. Là, il y aura aussi quelque chose à faire. Ouais, l'augmented reality, c'est-à-dire voir sur un écran un film dont une partie va continuer à se passer dans la salle. Donc on perçoit quand même la salle, mais on voit que ça se développe à partir de l'écran. Ça se fait très très bien sur Apple Vision. Je l'ai vu il y a 15 jours en démo, ici à Paris. C'est exceptionnel. Il y a des jeunes sociétés qui développent ça actuellement et qui font qu'on est capable aussi, tous ensemble, d'interagir avec un personnage et tous ensemble de repousser des rayons et de faire que ça bouge à l'antenne. Donc il y a des choses qui sont assez folles. Il faut un casque quand même, il faut des équipements. Il faut alimenter tout ça, mais artistiquement, c'est assez bluffant. Et puis techniquement, on n'est peut-être pas capable de mettre ça dans des salles, des milliers de personnes équipées. Mais moi, je l'ai fait en environnement avec plusieurs dizaines de personnes avec des casques et ça commence à très bien marcher. Donc je pense qu'effectivement, AR, VR vont aussi apporter cette dimension supplémentaire. Spectacle vivant, virtuel, c'est ça. Communautaire, quoi, ensemble. C'est incroyable. Non, mais en tout cas, c'est bravo parce que tu as réussi à répondre à la question sans parler d'IA et ça aurait été le chemin facile. On t'avait interdit aussi. Mais non, moi je trouve ça assez fabuleux ce que tu racontes parce que c'est vrai que finalement, la révolution, c'est aussi repartir au basique, c'est-à-dire comment on restitue l'image d'une meilleure manière. Et effectivement, là-dessus, je pense que quand tu vois les progrès sur d'autres aspects, on est resté un petit peu encore ancré dans le temps. Et c'est vrai que moi, naturellement, je vais faire le parallèle avec le jeu vidéo, mais le jeu vidéo, pour le coup, a une bien meilleure restitution parce que c'est que du digital, en fait. C'est vrai. En fait, tu as sur des écrans aujourd'hui, tu as de la profondeur de couleur, de texture qui est extraordinaire et que tu ne vois pas à la télé.
Non, mais je suis d'accord. On a beaucoup à apprendre de l'industrie du jeu vidéo, y compris même pour le montage. Tous les logiciels de jeux vidéo qui font intervenir des personnages, toutes les séquences où on ne joue pas, mais les personnages bougent. C'est des playlists, c'est des séquences, c'est du cinéma, en fait. Et Bien donc, sûr. il y a beaucoup dans la fabrication. Hein. Au-delà de l'IA, il y a beaucoup de gens qui utilisent Unreal aujourd'hui. C'est déjà le cas. J'avais entendu que c'était dans certains films blockbuster, tu as quasiment 70% qui est généré dans Unreal. Les moteurs de jeux vidéo sont exceptionnels. Et puis on peut se dire, tiens, il me faut un deuxième soleil dans ma séquence. Et puis on le remet. Je veux refaire un shooting dans la rue, je ne retourne pas dans la rue. Donc non, il y a énormément de progrès dans la fabrication qu'on peut. Et ces communautés qui sont des milliers de développeurs sur Unreal, il faut profiter de cette force de frappe incroyable. Qui n'existe pas dans des environnements plus petits au niveau du cinéma. On pourra en discuter des heures, mais effectivement, je pense qu'il y a un rapprochement qui est assez extraordinaire entre le ciné et le jeu vidéo. Alors, la playlist, pour terminer, on parle médias, gaming, sport dans partage d'écran. Donc, je vais te demander quel est ton souvenir sportif, celui que tu emporteras avec toi un jour. Alors, souvenir sportif... Je dirais que le souvenir télévisuel sportif, c'était probablement la finale Yannick Noah quand j'étais gamin à Roland-Garros. Je me rappelle, c'était un dimanche après-midi, il faisait chaud, ça durait longtemps et je suis resté captivé, j'étais un peu dans l'obscurité, je me rappelle parce qu'il faisait très chaud, on avait fermé les volets, il y a un truc très lié à l'enfance. On enchaîne avec ton souvenir, alors je sais pas si tu es gamer, je n'ai pas l'impression. Je ne suis pas gamer. Donc est-ce que tu as un jeu vidéo dont tu te souviens ou un souvenir de jeu vidéo vidéoludique, ou peut-être que tu es rentré plus jeune dans des salles d'arcade et tu as vu Non, comment s'appelle toute cette franchise Ubisoft historique qui est incroyable? Assassin's Creed Révolution. Je sais pas s'il s'appelle comme ça. Mon fils joue dessus. Le Unity, je trouve ça vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Quoi. Et on peut être très fier d'avoir en France un studio qui va parler comme ça de l'histoire et la faire redécouvrir. Moi, mon fils m'a dit qu'il avait été intéressé par toute cette période historique grâce aux jeux vidéo. Donc voilà, c'est peut-être ça, de façon un peu indirecte, qui me fascine le plus. Bon, en tout cas, Ubisoft sera content de te citer aujourd'hui. Et puis, le prochain Assassin's Creed sera bientôt. Donc voilà, exactement. On espère le meilleur pour eux. Et alors, le meilleur pour la fin, parce qu'on a parlé séries TV pendant toute l'émission quasiment. Quelle est ta série TV? La série TV que tu nous recommandes aujourd'hui Alors c'est là où l'exercice est compliqué, parce que normalement, dis-moi qui tu es et je te donne une série. C'est-à-dire globalement les recommandations. Quelle est ta recommandation? Et même moi, dans le temps, en fonction de qui je suis, je change beaucoup. Donc je serai assez contextuel. Là, en ce moment, il y a une série exceptionnelle qui va sortir pour sa 3e saison, qui s'appelle White Lotus, qui est sur Max, qui est une série que j'encourage à voir pour la raison suivante, c'est que elle fait du travail de divertissement, elle fait un peu tout en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, on a l'impression que tous les corps de métier ont été rassemblés pour faire du bel ouvrage. Le générique, ça démarre dès le générique qui est exceptionnel, la musique est incroyable, le casting est dingue, les endroits, enfin la photographie est exceptionnelle, et le plot est toujours, c'est une sorte de format, mais qui s'amuse je dirais, à nous titiller, à nous emmener à chaque fois dans des zones où on s'y attend pas trop et qui alterne en permanence le divertissement et une psychologie très subtile, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Donc je trouve que c'est un très bel objet et c'est tellement agréable à voir. Quoi. Et merci à toi. Merci beaucoup. Alors, bientôt. Attends, avant que tu partes, reste avec nous. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Est-ce qu'il y a un salon sur lequel tu vas être bientôt? Est-ce que tu es présent sur un réseau social en particulier? Si on veut en savoir plus de Rémi et de Beta Série, bon, Beta Série, ça se trouve, j'imagine, sur les stores, mais de toi? Alors, Beta Série, c'est betasérie.com pour le grand public, betasérie.pro pour les offres professionnelles. D'accord. Moi-même, je suis sur LinkedIn et très présent. Et puis, dans les salons, je suis dans beaucoup de salons. Je serai là à l'EFM à la Berlinale demain, à Sérimania, au MIPCOM, à La Rochelle, en Espagne, en Allemagne, un peu partout. Je suis très européen. D'accord. Et je suis dans beaucoup de salons qui sont plutôt des salons médias. Ouais. Et le salon en France le plus je dirais, expert, pointu sur les séries, c'est quoi? Je pense que c'est Sérimania, qui est vraiment un salon européen. D'accord. Donc on se retrouvera là-bas au mois de mars. Sans voilà, doute. Sérimania, effectivement, après Micromania, Sérimania. À très bientôt Rémi, merci encore d'être venu. Au revoir. Au revoir.